Chers maîtres, chers confrères, mesdames et messieurs, on le voit à ce qui précède, le notariat clairement a décidé de ne pas se laisser dépasser par les nouvelles technologies. Le numérique présente pour le notariat une incroyable opportunité. Le numérique, c'est un outil, et c'est un outil qui peut et qui doit être mis au service du droit. Mais il faut être réaliste. Le numérique, c'est aussi un défi, et peut-être même une menace. On a beau suivre toutes ces évolutions techniques, on a beau s'y adapter, on garde quand même toujours un peu le sentiment d'avoir un temps de retard. On garde toujours un peu le sentiment de ne pas comprendre vraiment ce qui se passe sous nos yeux au quotidien. On sait que l'avènement de l'informatique a déjà bouleversé des pans entiers de l'économie. Et l'inquiétude vient du fait que ces bouleversements ont déjà condamné certaines activités traditionnelles. Ce mouvement, il va se poursuivre et il pose directement la question de la place du droit, des juristes et donc naturellement du notariat dans la société de demain. Alors évidemment, on dira qu'au fond, cette question n'a rien de nouveau, elle est aussi vieille que la technique elle-même, et j'ai retrouvé une citation d'un professeur de droit qui date de 1908, donc bien avant l'émergence de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, et il disait la chose suivante, je le cite. Il disait « Ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit et qui font le progrès du droit. » 1908. Et que l'on sache, ça n'a pas causé la disparition du droit, ni des juristes. Est-ce que les choses sont vraiment différentes aujourd'hui? À première vue, on pourrait penser que non. Certes, on assiste à des innovations spectaculaires, mais toutes ces innovations suscitent en retour une demande de droit. Il faut bien régir, il faut bien encadrer toutes ces nouveautés, toutes ces innovations. Il n'est donc absolument pas question de renoncer au droit, il n'est même pas question de faire passer le droit au second plan. Le droit est et demeure un outil privilégié d'organisation de la vie en commun, un outil de protection des libertés individuelles. Et là-dessus, les juristes ont évidemment un rôle à jouer. Les chantiers sont nombreux. Il faut encadrer, notamment au plan social, fiscal, les activités nouvelles comme celle de Uber qui a déjà été évoquée, celle d'Airbnb, celle de Blablacar. Il faut encore lutter, par exemple, contre les clauses abusives qu'on trouve dans les conditions générales d'utilisation d'entreprises comme Facebook. Il faut veiller, ça a été évoqué également, à la protection de la vie privée. Et puis, de nouveaux biens sont apparus dans le patrimoine de vos clients. Les données, la musique, les films dématérialisés. Alors évidemment, tout ceci, ce sont des objets techniques, ce sont des objets technologiques par excellence, mais ce sont aussi des objets de droit, ce sont aussi des objets qu'il faut régir. Et je vous pose la question, mais qui mieux qu'un notaire saura prendre en compte les aspects fiscaux, les aspects familiaux, les aspects successoraux de ce type de biens? Tout ceci se met en place de manière progressive selon un schéma qui demeure au fond assez classique. Les juristes, et le notariat y compris, évoluent avec la société comme ils l'ont toujours fait. Il n'y a a priori rien de bien inquiétant dans tout cela. Sauf qu'on sent quand même qu'il se passe quelque chose d'autre, qu'il se passe quelque chose de plus profond, de plus important, et on sent bien que la problématique actuelle n'est plus du tout celle du début du XXe siècle. Ça tient sans doute à trois choses principales. La première, c'est qu'un fossé s'est creusé, ça a été évoqué, entre le temps de la technique et le temps du droit. Les innovations sont toujours plus spectaculaires, mais elles sont toujours plus rapides, toujours plus rapprochées. En tout cas, le rythme des innovations est plus rapide que le rythme de la loi. À peine le régime juridique d'une société comme Uber est-il en train de se fixer, déjà l'entreprise annonce qu'elle veut passer à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? Ce sont des voitures sans chauffeur. Et cette étape pose naturellement des questions beaucoup plus complexes que celles auxquelles on a été confronté jusque-là, en termes notamment de responsabilité. Et voilà les juristes qui se surprennent eux-mêmes à débattre de concepts qui étaient inimaginables il y a 10 ans, par exemple la responsabilité juridique, la personnalité juridique des machines, des robots, etc. Certains prévoient même que d'ici 2050, notre société aura atteint un état dit de singularité technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait
inventer en 2050 une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui surpasserait en tout l'intelligence humaine et qui serait elle-même une source d'innovation, une source de création. Et il est quand même assez probable que les juristes, s'ils se trouvent confrontés à ce genre de questions, soient un peu désemparés. Ces innovations bouleversent notre monde de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus fondamentale que ne l'ont fait par exemple l'invention de l'automobile ou l'invention du téléphone au début du XXe siècle. La deuxième chose qui est nouvelle, que je crois propre à notre époque, c'est que la technologie n'est plus quelque chose d'extérieur au monde du droit. Au contraire, elle l'irrigue complètement. Les juristes emploient au quotidien, et on vient de voir encore une illustration, les technologies numériques. On a l'impression que ça ne change rien. On se dit qu'après tout, il s'agit simplement d'outils, mais que ça ne touche pas au métier. Simplement, les choses, en réalité, sont tout de même un peu plus compliquées. La technologie n'est jamais tout à fait neutre. D'abord, elle change les habitudes, elle change la manière de travailler, donc elle change forcément un tout petit peu le métier lui-même. Et puis, dans cette utilisation systématique de la technologie, il y a un risque qu'il faut maîtriser, qui est un risque simplement de perte de liberté. Pourquoi? Mais simplement parce que l'usage de la technique rend dépendant d'outils, de services, que le juriste ne maîtrise pas directement. Est-ce que nous, juristes, on sait vraiment comment fonctionne une boîte mail? Est-ce qu'on sait vraiment comment fonctionne un disque dur? Est-ce qu'on est capable de configurer, de réparer un serveur, un ordinateur que pourtant on utilise tous les jours? Est-ce qu'un notaire qui signe un acte avec sa clé réale sait vraiment comment marche la cryptographie à clé asymétrique et pourquoi sa signature est sécurisée au plan informatique? On voit qu'au final, la manière dont le droit est fabriqué, dont il est vécu, dont il circule dans notre société, est quand même de plus en plus entre les mains des techniciens, entre les mains des informaticiens. Et voilà, pour reprendre la citation que je faisais tout à l'heure, voilà comment les ingénieurs font le droit. Le droit tend de plus en plus à devenir un produit de la technique. Parmi les innovations récentes qui ont défrayé la chronique, il y en a quand même un certain nombre qui ambitionnent de réinventer des institutions qui sont juridiques par excellence. La monnaie avec le Bitcoin, la jurisdictio, le fait de dire le droit, de rendre la justice, avec la question de la justice prédictive. Et bien entendu, ça concerne le notariat au premier chef, le contrat est concerné par ces évolutions. La rédaction des actes, déjà actuellement, repose sur l'emploi de logiciels relativement complexes. On vient de voir à l'instant ce que permettrait un accès direct dématérialisé aux fichiers d'état civil, aux fichiers immobiliers. Mais tout ça, c'est un début. On peut tout à fait imaginer demain que la récupération de données se fasse de manière non seulement dématérialisée, mais entièrement automatisée. On peut imaginer après-demain qu'un programme propose des clauses sur mesure en fonction des éléments de l'affaire, et pourquoi pas qu'un logiciel d'intelligence artificielle évalue la légalité de la clause en la comparant à des données tirées d'une base de données jurisprudentielle, doctrinale, législative. Et la technique, elle s'attaque également à la gestion du contrat, à son suivi au jour le jour. Aujourd'hui, il est extrêmement facile de programmer l'envoi automatisé d'un message, par exemple, à l'arrivée d'une échéance importante, un délai de prescription, la fin d'un contrat. Tout cela est extrêmement facile. On peut même envisager qu'un contrat procède lui-même à la réévaluation d'un prix en fonction d'un indice, lequel indice va encore une fois être récupéré de manière automatisée, dématérialisée, en consultant une base de données. On peut même imaginer, pour certains contrats, que le contrat se rédige lui-même en tenant compte, par exemple, d'une modification réglementaire, d'une modification législative. Tout ceci peut s'automatiser. Et si on met tout ça bout à bout, de la rédaction à la récupération de données, à la modification, à la gestion du contrat, on voit que le contrat devient de plus en plus un fruit de la technique et donc corrélativement de moins en moins un produit direct de l'activité humaine. La troisième et dernière chose qui me semble propre encore une fois à notre époque, c'est que la technique, et ça a été évoqué avec la question de la blockchain, la technique change la notion même de confiance dans notre société. Aujourd'hui, on tend à faire confiance de plus en plus à des machines et on tend à faire confiance davantage à une machine qu'à une personne. Et au fond, peu importe le statut, peu importe le diplôme
de la personne. Or, vous le savez, le cœur de l'authenticité, c'est la confiance. C'est une confiance particulière que place l'État dans la personne de l'officier public. Cette confiance, elle est mise au service d'une mission particulière, établir un acte valable, conforme à la loi, en attestant du consentement des parties, de leur identité, on l'a vu, et en certifiant la date à laquelle le contrat est conclu. Mais tout ceci devient de plus en plus automatique avec les processus d'horodatage, avec le développement des outils de signature électronique, et on voit très bien où ça peut conduire. Le scénario catastrophe, ce serait le suivant, un notaire qui ne serait plus que dans un rôle secondaire, qui finalement se bornerait à mettre en œuvre des procédés de certification qui fonctionneraient automatiquement. Cela étant, et je voudrais terminer cette brève intervention sur ce point, je pense qu'il n'y a pas lieu pour le notariat d'être excessivement alarmiste. Pourquoi ? Mais simplement parce que si on regarde les choses avec un peu de recul, il me semble que dans cette lutte pour la survie, dans le nouvel écosystème numérique, le notariat dispose tout de même de très puissants atouts. D'une part, le cœur vraiment du métier de notaire, il n'est pas automatisable, il n'est pas remplaçable par une machine. Il s'agit du conseil, parfois très pointu. Un acte, ça se rédige, mais ça se pense, ça se conçoit. La rédaction d'un acte, parfois, c'est un art. Et ça, on ne sait pas l'automatiser. Et il y a là quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas substituer une machine à ça. De la même manière, la machine, le programme ne peut pas se substituer à la relation extrêmement forte qui existe entre les notaires et leurs clients. D'autre part, le second atout, à mon avis, c'est que le notariat est déjà prêt. Il emploie déjà les techniques numériques à une très grande échelle. Simplement, il veille toujours, et c'est extrêmement important, à le faire avec ses propres technologies, avec ses propres outils, et ça lui permet d'en conserver la maîtrise. L'exemple de l'acte authentique électronique, l'exemple du MICEN, en offre une parfaite illustration. Le MICEN, c'est 100% informatique, c'est 100% dématérialisé, mais c'est sous le contrôle direct de la profession. Oui, les actes ne sont pas dans des minutes papier dans l'office du notaire. Les actes sont sur des disques durs, sur des serveurs. Mais ces disques et ces serveurs, ils appartiennent à la profession. Ils sont la propriété de la DSN et ils sont sous le contrôle direct du notariat. Le modèle technologique choisi par le notariat, à mon avis, c'est le bon. Ça n'est pas un modèle d'externalisation, ça n'est pas un modèle de sous-traitance, c'est la construction d'une technologie fait maison, si on peut dire, et ça permet à la profession de conserver son expertise, son utilité et sa liberté. Alors naturellement, tout ceci ne se fait pas tout seul, ça demande des efforts extrêmement importants, ça suppose que la profession soit forte, mais également qu'elle soit unie, mais je pense que c'est vraiment une direction extrêmement importante. On voit que les chantiers sont nombreux, l'heure est donc aux initiatives, l'heure est donc aux réflexions, place donc, si vous le voulez bien, aux propositions de la troisième commission. Chers maîtres, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.